Et c'est maintenant l'heure du relevé de compteur dans la vie des livres. Bonjour Tony. Bonjour. Tu reçois aujourd'hui Melissa Baker. Bonjour Melissa Baker. Bonjour. Alors, Tony. On y va, on démarre. Je suis bien heureux qu'on soit enfin en février, puisque comme nous le rappelait Pierre Desproges, c'est quand même en février que les hommes font le moins de conneries sur la Terre, parce qu'ils n'ont que 28 jours. Et là, cette année, on a une année bissextile en plus, donc il y en a 29, hélas. En tout cas, aujourd'hui, nous allons voyager du Kentucky aux brumes de l'Irlande, en roulotte, en cheval à crue. Nous montrerons cheval à crue, puisque nous recevons donc, comme tu viens de le dire, Melissa Baker, qui, comme son nom l'indique, arrive tout droit de l'agglomération lilloise. Alors, cette chronique sera peut-être à moitié bilingue, en tout cas pour ce qui la concerne, puisque c'est important de pratiquer des langues étrangères. Je rappellerai avant de démarrer cette interview, cette histoire de la souris qui se balade avec ses deux petits souriceaux sur le trottoir et qui rencontre soudain un chat, mais pas n'importe quel chat, pas un chat qui fait coucouche panier, un vrai chat de gouttière affamé. Et puis la maman souris, et les souriceaux reculent, mais soudain la maman souris se dresse sur ses quatre pattes, et puis elle ouvre la bouche et elle dit Rah, rah. Alors aussitôt le chat de gouttière se carapate, prend la poudre d'escampette, et la maman souris se retourne vers ses souriceaux et leur dit voilà, je vous l'avais toujours dit, c'est important d'apprendre des langues étrangères dans la vie. Eh bien, Melissa, bonjour. Bonjour. Ce que je te propose, parce que tu as une actualité brûlante, et tu vas vendredi créer un nouveau spectacle, je te propose de nous en donner un tout petit aperçu pour démarrer. Ce spectacle s'appelle Ghost Dance, et je te propose tout de suite de prendre la parole. Merci. Mais tout d'abord, bonjour à tout le monde. Et je vais vous raconter donc une histoire de mon pays. Et comme vous allez l'entendre, je ne suis pas d'ici. Je suis née aux États-Unis et vous savez, sur le drapeau des États-Unis, il y a 50 étoiles. Et c'est pour 50 États. Et moi, je viens d'un État entre la montagne et la mer qui s'appelle la Virginie. Et en Virginie, il y a beaucoup de villages, mais un de ces villages s'appelle Gloucester. Ce n'est pas là où je suis née. Mais à 45 minutes à pied de Gloucester, il y a une immense forêt. Et au milieu de cette forêt, il y a une maison. Et c'est là où je suis née. Alors, peut-être parce que j'ai grandi tout entourée de cette immense forêt. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu sauvage. Et j'avais un caractère terrible. Je refusais de regarder la télé avec toute la famille. Et très souvent, je restais dans ma chambre et j'écoutais la radio. Et à la radio, il y avait une émission, comme ils font dans le vieux temps, comme ils n'en font plus. C'était fait sur les histoires d'Indiens, de cowboys, de West. Et j'adorais cette émission. C'était avec des voix, des narrateurs, et rien que des bruits de chevaux, de colts, de tambours d'Indiens. C'était extraordinaire. C'était un train, comme un train qui surgit d'un tunnel. Le West sortait de ma radio en plus grand que le plus grand écran. Dans tout mon imaginaire. Et alors, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit peu goûter ce que moi j'écoutais à cette époque-là à la radio. C'est pas comme aujourd'hui, le son n'est pas aussi joli. Et donc, pour faire la voix à la radio, j'ai apporté dans le studio une boîte de soupe Campbell's qui est vide et dans lequel j'ai mis des cailloux. Et c'est avec ça, quand on était jeune, qu'on faisait la voix à la radio, quand on voulait faire semblant. Donc, moi, ce que j'écoutais, c'était ça. Vous entendez la canette? In the Wild West, it's every man for himself, every seedy pickpocket, every daredevil sheriff. Turn like the screw in the hinge of a door when the gold start to whisper. From the creek came a roar. Gold nugget! Hard on, right past the sundown. It's in the dark of the soul where a white man drowned. Et parfois, le narrateur, au milieu de l'histoire, eh bien, il prenait la guitare et il se mettait à chanter. Oh, I'm a lonesome cowboy, lonesome all the time. Oh, I'm a lonesome cowboy, so lonesome.
I could cry. Ou sinon même l'histoire se transformait en publicité. Par exemple, il disait « Well, Fred, on dirait que le héros de ton histoire a nettoyé la ville. »« C'est pas faux, William. Eh bien, pour nettoyer, il n'y a rien de mieux que le savon borax. »« C'est vrai, ça, William. Eh bien, le savon borax, il laisse pas de résidus. Eh bien, la prochaine fois que j'ai une ville à nettoyer, je n'oublierai pas borax. » Et puis, il revenait tout naturellement à son histoire, sous les étoiles, au prix du feu, dans la prairie. J'ai écouté beaucoup ce programme et j'ai appris des tas de choses sur les Indiens. Par exemple, les Indiens de la côte Est, c'était les Algonquins, les Cherokees, les Mattaponays, ça c'est la tribu de Pocahontas. Quand les premiers hommes blancs sont arrivés, ils étaient très gentils. Ils ont partagé tout ce qu'ils avaient. Ceux-là se sont fait éliminer très vite. Mais j'ai appris aussi que dans l'Ouest, il y avait des Apaches, des Comanches et des Sioux. Et leur vie était rude. Ils suivaient les bisons, entourés de serpents à sonnettes, de coyotes. Ils étaient givrés par des tempêtes de neige, chassés par des tornades. L'Indien de l'Ouest, comme il disait à la radio, endurci, chérissait une chose par-dessus tout, la liberté. Eh bien, ces Indiens-là ont résisté. Et chaque fois que l'homme blanc s'aventurait par là, une flèche sortie de on ne sait pas où se plantait à côté de lui. Il était prévenu. L'homme blanc ne les a pas beaucoup dérangés. Et ils ont continué à vivre comme ils avaient toujours vécu, à suivre les bisons avec leurs tipis, à chanter, à danser, à raconter des histoires. Ils avaient une culture très riche. Mais c'était aussi de redoutables guerriers à cheval. Ils étaient terribles. Ils pouvaient s'accrocher au cheval avec rien que les jambes, sans les mains, en plein galop. Et quand ils arrivaient près de l'ennemi, ils se couchaient sur le côté derrière le cou du cheval qui devenait comme un bouclier. Et d'en dessous du cou, ils tiraient leurs flèches sur l'ennemi. Une vingtaine de flèches en quelques secondes. Et presque chaque flèche touchait sa cible. Tu parles. Il fallait voir un soldat de la cavalerie tirer sur un Indien. Pouf! Lui, il devait descendre du cheval, prendre son fusil, sortir la poudre. Pendant ce temps, les Indiens l'encerclaient, les flèches volaient dans tous les sens, ils criaient « Ah, ah, ah !» Eh bien lui, il devait verser la poudre dans le canon du fusil, prendre la balle, le mettre dans le canon, la baguette, l'enfoncer. « Excusez-moi, messieurs les Indiens, je suis avec vous tout de suite pour la bataille. » Et puis il se mettait à genoux et il tirait, pam, une fois, et il fallait tout refaire. La plupart des soldats étaient criblés de flèches avant même de recommencer. Ce qui fait que, dans l'Ouest, pendant très longtemps, l'Indien ne connaissait presque pas l'homme blanc. Et justement, deux braves Sioux, qui étaient curieux de l'homme blanc, un jour, ils sont entrés dans un cirque qui les a embauchés pour faire des numéros, tourner autour du cou du cheval, galoper debout sur le dos, toutes les choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Et ils sont partis avec ce cirque vers l'Est, beaucoup plus loin qu'ils n'étaient jamais allés. Et les villages où ils jouaient grossissaient de jour en jour jusqu'à devenir des villes. Et puis, un jour, tout le cirque, les chapiteaux, les animaux, les clowns et les deux Sioux sont montés dans un train qui a traversé la montagne pour arriver à New York. Et New York, à cette époque, c'était déjà une très, très grande ville, avec des gratte-ciel, avec des navires dans les ports et les rues remplies de foule comme une fourmilière géante. Des deux Sioux, dans toute la ville, ils n'ont vu aucun Indien. Et là, ils ont compris. C'était fini pour eux. En rentrant vers l'Est, ils voulaient prévenir les autres, mais le vent avait déjà tourné.
La cavalerie avait tué des milliards de bisons. Ils ont retrouvé leur famille, affamés. Et désespérés, quelques Indiens s'étaient traînés jusqu'à la cavalerie pour vendre leurs services. Les traîtres devenaient guides. Ils savaient flairer le chemin des tribus rivales. Chacun pensait protéger les siens en devenant l'ami de l'homme blanc. Et c'est ce que l'homme blanc attendait. Les uns déjouaient les attaques des autres, et surtout, les nuits sans lune, les guides amenaient la cavalerie jusqu'aux tribus rivales qui dormaient cachées au creux d'un ravin, dans des trous de roches sous les bois entrenoués. Et c'était le massacre. Beaucoup d'Indiens sont tombés. Beaucoup ont trouvé la mort. Puis, en 1889, un homme qui s'appelait Wovoka a créé une danse pour faire revivre les Indiens disparus. Il disait que si on dansait cette danse ensemble, les frères et sœurs reviendraient à la vie. Cette danse était la Ghost Dance, la danse des esprits. Et comme un feu de prairie, ce qui était très surprenant, c'est que ce n'est pas une tribu qui a dansé la Ghost Dance, mais les Indiens de toutes les tribus se sont mis à danser. Tous unis, des Apaches jusqu'aux Sioux, des plaines jusqu'aux Rocheuses. Les Indiens, ensemble, unis, dansaient la Ghost Dance. Merci Mélissa, merci. Donc la suite, on la prendra vendredi. On aura l'occasion d'y revenir avec la première de ce spectacle Ghost Dance à la Maison Folie Moulin. On apprend en lisant ta biographie que tu es le fruit de l'union improbable entre une montagnarde du Kentucky et un rebelle irlandais à la Don Quichotte. En quoi ces racines-là, elles ont enrichi ton univers artistique ? Mais ma mère vient des Appalaches, comme je le dis, de Kentucky. C'est un terrain qui est très fertile à l'imaginaire. Là-bas, ils ont pas mal de géants et puis pas mal d'histoires d'escroquerie, de magie, de descendre les rivières, d'aller dans les tunnels aussi, les mines qu'il y avait là-bas, qui sont très très importants. De l'autre côté, mon père, ses ancêtres viennent de l'Irlande. Et il a conservé tout à fait cette habilité à inventer sur le tas un peu tout et n'importe quoi, y compris son propre histoire. D'ailleurs, nous, on a mis très très longtemps, enfants, à comprendre d'où il venait exactement, mon père, et ce qu'il avait fait dans sa vie, parce que c'était un peu abracadabrante. Et donc, il peuplait mon imaginaire toute mon enfance avec ces lubies-là. Et donc, quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans une carrière artistique ? Tu as commencé par le théâtre, je pense. Oui, tout à fait. J'ai commencé par le théâtre. Écoute, j'ai commencé, je ne sais pas, le malheur ou le bonheur de n'avoir jamais rien fait d'autre que ça. Parce que toute jeune, j'ai commencé à chanter du country. Et j'aimais beaucoup la scène. Et puis j'ai eu des propositions de chanter, même adolescent, dans différents groupes et de tourner un petit peu. Et puis je suis allée à un grand conservatoire de théâtre à New York qui m'a expliqué que chanter c'était pas très noble, qu'il fallait apprendre le métier de la scène, Stanislavski, l'acteur studio, etc. et tout ça. Et donc j'ai arrêté de chanter pendant une longue période et j'ai fait du théâtre. Et d'ailleurs, tu as encore une compagnie qui s'appelle, je crois, la compagnie Move. Oui, c'est ça, j'ai toujours la compagnie Move. Qui propose encore des créations mêlant théâtre, cirque, conte, danse. Tu peux nous parler un peu de ce travail-là ? On viendra au travail à proprement parler du conte par la suite. Très bien. Eh bien, justement, en fait, j'ai créé cette compagnie quand je suis rentrée de Californie. J'avais continué ma formation de théâtre avec la danse, avec le théâtre expérimental, etc. Et je suis venue et j'avais l'envie de mélanger différentes disciplines pour créer des spectacles
C'est juste, voilà, je ne sais pas ce que je pourrais dire là-dessus. J'ai travaillé avec le Cirque de l'Homme, j'ai été soutenue par différents partenaires à Lille, Maison Folie Moisem et Moulin, etc. Et surtout, j'étais très inspirée par les expériences que j'avais faites, par exemple, quand je suis allée en Nouvelle-Calédonie, travailler avec les Kanaks pour monter des spectacles, des comédiens et des musiciens Kanaks, des danseurs. Et j'avais envie aussi de retrouver des gens pour travailler qui venaient de différents horizons. Donc c'est ce que j'ai fait à Lille, dans un premier temps. À quelle époque est-ce que tu t'es mis à raconter? Alors la pratique du conte, elle est revenue peut-être à quel moment? Mais alors, dans mon parcours qui sillonne assez, je suis partie de Lille pour vivre un temps en Irlande. C'était un rêve que j'avais toujours eu et j'ai eu une possibilité de le faire. Et quand je l'ai fait, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. C'est que j'avais eu un emploi au fait à l'université de Cork. Et pour tout vous dire, je n'avais pas de plan après cette embauche à l'université de Cork. Donc j'ai travaillé et à la fin de l'année, je n'avais plus d'emploi et je me suis dit, aïe, là, il faut que je fasse quelque chose. Et j'étais en plus dans une maison que j'avais louée magnifique au bord de la plage, mais elle devenait très très chère en été et il fallait que je quitte cette maison. Je ne pouvais plus le payer parce que le loyer que je payais par mois devenait le loyer que je payais par semaine. Et en plus, cet été, j'étais seule avec mes 2 enfants, très très jeunes. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve une solution là. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je gagne de l'argent, que je trouve une maison et que je fasse quelque chose de chouette avec mes enfants pour l'été. Et j'étais vraiment bloquée. Alors, à ce moment-là, comme des choses sont étranges dans la vie, passer devant ma fenêtre, je regardais par la fenêtre et là, j'ai vu une caravane. Alors, pas une caravane moderne, mais un de ces vieux caravanes avec un fermier dessus, avec un espèce de truc qui couvre la caravane. Et là, je me suis dit, ouais, c'est chouette, hein, le vieux temps. Et puis, si j'avais une caravane, ce serait bien, on pourrait vivre dedans. Hein. Et puis, je pourrais offrir à mes enfants des vacances. Et puis, je dis, mais je pourrais raconter des histoires dans la caravane. Ouais. Et au fait, ça s'est fait très vite. Je suis allée à Cork, j'ai même osé demander une petite subvention. J'ai dit, j'ai une idée, je veux faire une caravane, je veux aller dans les petits villages et raconter des histoires. Et elle a dit, écoute, ça a l'air pas mal comme plan. Elle m'a donné 2 000 € et avec un gars qui a vécu dedans toute sa vie, et on a construit cette caravane et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie avec mes 2 enfants, on est allé partout en Irlande, dans les villages. On s'est bien amusé, on a pris pas mal de pluie quand même, il faut le dire. Et puis j'ai raconté des histoires et tout a commencé à partir de là. Quelles histoires racontais-tu alors voilà, les premières histoires que tu as racontées, que tu as eu envie de raconter, ce sont lesquelles? Alors écoute, c'était... c'est des choses qu'il ne faut pas dire, hein, mais bon... je n'avais pas de formation de conteuse tout au début, tu vois. J'ai fait ça après. Et alors, j'ai fait un truc qu'il faut jamais faire. J'ai inventé sur le tas mes histoires de toutes pièces. Je crois que, heureusement que j'avais eu le père et la mère que j'avais et la famille complètement disjonctée qui m'ont permis de, je ne sais pas, être assez folle pour faire un truc pareil. Parce que au final, ça a porté ses fruits. Et puis, je suis ravie aujourd'hui de faire ce métier. Donc, oui, je suis partie avec ma caravane et de toutes pièces avec les enfants qui étaient dans la caravane là. J'inventais un peu de tout et de n'importe quoi. Et tu as dit qu'ensuite tu avais pensé à te former. Quelles ont été les formations que tu as suivies? C'est avec des artistes irlandais ou français ou... Oui, j'ai travaillé avec Liz Weir et Kate Murphy, qui viennent du nord de l'Irlande, qui sont des conteuses de très très longue date, très établies dans la profession.
Après, je suis allée en Suisse, au festival de Fribourg, que toi-même, je pense que tu n'étais pas très loin, il n'y a pas très longtemps. C'est possible. Et que tu as compté là-bas. Eh bien, là, j'ai entendu de très grands conteurs et j'ai pu me former un petit peu par la suite aussi avec des gens de la région, comme Pierre Dely. Alors, c'est pas une formation que j'ai suivie, mais il m'a aidé pour mes spectacles et aussi avec Marie Prête de la Vache Bleue et maintenant, actuellement surtout, avec Alberto Garcia Sanchez, qui m'a aidé énormément pour créer ce spectacle Ghost Dance. On va y revenir dans quelques instants à Ghost Dance. Les gens auront remarqué que tu racontes, en tout cas tu nous as raconté un petit morceau de Ghost Dance en français avec des passages en anglais. Moi la question que je me pose c'est comment ça se passe le passage de l'anglais au français, et quand tu crées des histoires dans ton esprit, elles se créent en anglais, elles se créent en français. Est-ce que les histoires que tu racontes, tu les racontes dans les deux langues et quelles sont les différences finalement? Comment te viennent les histoires? Elles te viennent en anglais ou en français? Oui, ben ça c'est une bonne question. Alors actuellement en France, là, ils viennent en français au fait. Ils viennent en français parce que le conte, c'est l'envie de communiquer quelque chose. Donc moi je suis entourée des Français et j'ai envie qu'ils comprennent quelque chose que j'ai dans la tête. Et cette chose que j'ai dans la tête, il n'a pas une langue particulière. Il a plus c'est une image ou c'est un sentiment. Et bien pour exprimer ce sentiment ou cette image, les mots que je trouve, c'est les mots des gens qui sont autour de moi. Et voilà. Donc là, c'est en français. Mais c'est vrai que, par exemple, si je suis en Irlande ou aux États-Unis, c'est l'anglais qui va venir. Parce que, avant tout, c'est l'envie de dire aux autres. Ouais. Est-ce que tu passes d'ailleurs par une phase écrite sur tes spectacles, ou est-ce que certaines histoires sont directement créées à l'oral? Alors, maintenant, j'écris tout. C'est vrai que en anglais au début, j'inventais de toutes pièces mais j'ai expérimenté un truc qui était sympa, c'est que bon, effectivement, dans la caravane, j'ai tellement raconté des histoires que j'ai fini par trouver une espèce d'écriture à l'oral, comme on fait en français. C'est quand même pas ma langue natale, hein, disons-le, ça s'entend, et c'est pas aussi facile. Donc, effectivement, j'ai tendance à écrire, mais là, par exemple, pour Ghost Dance, là, j'ai écrit plus que je n'ai jamais écrit. J'ai vraiment écrit avec Alberto, avec Elodie Claes, avec Caroline Kranskens, qui est une poète, Elodie qui est une réalisatrice, et Rémi Boiteux, un écrivain. Donc, nous avons, ils m'ont aidé énormément, écrit tous les mots du spectacle. Mais j'espère que ça ne s'entendra pas comme quelque chose de figé. Au contraire, j'essaie de le ramener dans le langage parlé. Donc on a la chance donc d'avoir aujourd'hui sur cette émission quelqu'un qui a expérimenté pas mal de public. Et donc tu as raconté en Irlande, comme tu viens de nous le dire, dans une caravane à histoire. Tu racontes en France, dans des festivals, ici en région ou hors région. Tu étais aussi récemment au Québec, par exemple. Est-ce que tu vois des différences importantes entre le public anglophone et francophone par rapport à la réception des histoires? Est-ce qu'il y a des particularités locales à connaître si un jour l'un de nous va raconter en Irlande, par exemple? Écoutez, oui, je trouve d'énormes différences. Mais en même temps, ça ne dépend pas forcément du pays. Ça dépend beaucoup de la qualité par exemple, si le public a l'habitude d'écouter des histoires, s'il a envie, s'il est nourri dans son imaginaire, dans sa culture d'histoire et de choses qui le touchent comme ça, je trouve qu'ils seront plus facilement dans cet imaginaire-là. Mais c'est vrai que j'ai pu remarquer, par exemple, je suis allée au Québec là dernièrement, et waouh, c'était fou! Tu dois connaître, ils réagissent très vite, ils rient, puis ils parlent, et puis ils te répondent quand tu es sur la scène, ils te disent ah ouais, vous dites des trucs, et puis tu commences une conversation, et c'est vraiment, c'est super chouette. Et je trouve que justement dans le Nord, les gens, ils ont une très bonne écoute.
vraiment un public qui est captivante, qui est captivé et qui a envie de... tu sens c'est vrai, il y a moins de rire fou tout le temps, de discours, etc., de paroles au milieu de ton histoire, mais tu sens vraiment leur présence très très fort. Et ça, c'est chouette. On va passer au morceau de choix, donc au spectacle Ghost Dance, que tu vas proposer vendredi soir en création à la Maison Folie de Moulins. Ce sera à 20h. Il y aura d'autres dates après, on va les repréciser en fin d'émission. Comment ce spectacle est-il né? Comment cette envie de spectacle est-il né dans ton esprit? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors le déclic, c'était quand je suis revenue de Nouvelle-Calédonie, où j'avais travaillé avec les Kanaks, et je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument pas les natifs de mon propre pays. Et j'avais honte. Et je me suis rapprochée des Indiens américains, donc les natifs américains. Notamment, je suis allée sur la tribu des Sioux, donc les Sioux Lakota, ils s'appellent Lakota. Sioux, c'est un diminutif. J'ai pu assister à un événement extraordinaire, c'était le sommet des nations indiennes. Et c'était mené par Oweaku, qui est une association qui avait en fait participé, un peu comme dans le mouvement de Martin Luther King, de Malcolm X, dans le mouvement de American Indian Movement. Alors on était réunis sous un chapiteau de cirque de fortune, dans les Badlands en plein août, avec des serpents à sonnettes, c'est un peu comme je dis dans l'histoire, qui se retrouvaient parfois sous les tentes, etc. Mais il était venu au sommet de ces nations indiennes, l'Alliance guerrier du Canada, des Indiens de toute l'Amérique du Sud, et chaque jour arrivaient de nouveaux Indiens qui venaient à dos de cheval, à cru, effectivement, des fois torse nu, pas les femmes, mais les hommes, et qui chevauchaient depuis déjà 7 jours. Et ces Indiens, ils étaient extraordinaires parce que, bon, ils étaient parfois en habits traditionnels, mais ils avaient leur Macintosh, ils avaient la radio antenne qu'ils avaient piratée, où ils reliaient toutes les informations de cette nation, sommet des Nations Unies des Indiens, directement dans leur tribu, dans leurs réserves partout sur le continent des États-Unis, de l'Amérique surtout, tu vois, les États-Unis, l'Amérique du Sud, le Canada, et en même temps la poussière, les mouches qui volaient, et on mangeait du bison matin, midi et soir. C'était extraordinaire, c'était vraiment extraordinaire. Et quelle recherche as-tu faite pour ce spectacle? Sur quelles histoires, sur quels écrits t'es-tu basé pour créer ce spectacle? Eh bien, c'était une très longue recherche parce que à partir de cette rencontre, de cet événement qui m'a évidemment inspiré et touché profondément, donc j'ai continué à fréquenter la réserve et à discuter avec les gens. J'ai enregistré énormément d'histoires de vie et puis d'histoires tout court des natifs américains que je rencontrais là. Après, j'ai fait aussi des recherches, j'ai lu des livres d'histoire, et c'était un énorme travail. Je me suis dit, mais je voudrais raconter l'histoire des Indiens, mais c'est trop immense. Et même si je réduis à l'histoire des Sioux, Lakota, ben là, c'est déjà trop immense. Et comment je fais? Par quel bout le prendre? Il y avait tellement de choses à dire. Et enfin, je me suis dit, il faut une histoire, une seule histoire. Et là, j'ai trouvé dans un très vieux livre une histoire qui était éditée dans la librairie de Congrès des États-Unis, un truc très, très petit, tu vois, qui n'était pas très diffusé. Et il y avait une histoire du garçon Caillou. C'était un médecin qui est allé sur la tribu juste après que tous les Indiens soient revenus sur la réserve, après qu'ils étaient défaits, après Custer et tout ça, vers 1895. Eh bien, ce médecin, il avait récolté des histoires de la bouche des Indiens conteurs. Et une de ces histoires, c'était celle du garçon Caillou. Une histoire extraordinaire, une histoire très, très complexe et très beau et très fort. D'ailleurs, Claude Lévi-Strauss,
qui a lu cette histoire a dit que c'était l'un des plus dramatiques, les plus beaux et les plus riches de toute la littérature américaine. Donc c'est pas pour peu dire. Et cette histoire m'a passionnée et c'est cette histoire-là que vous trouverez au sein de Ghost Dance. D'accord, mais ça c'est du teasing, ça c'est superbe. Parce on a envie d'aller la voir, l'écouter cette histoire. Tant mieux, j'ai envie de vous le raconter, donc ça tombe bien. Il faut attendre vendredi aussi. Voilà. La musique américaine, elle est présente également dans le spectacle. Tu nous as dit que tu avais une carrière de chanteuse au tout début. Est-ce que une carrière en tout cas, voilà, une volonté de chanter. Est-ce que la musique américaine est présente dans le spectacle et quel type de musique? Bon, écoute, oui, j'ai pas pu m'empêcher parce que j'adore ça. Alors j'ai choisi 2-3 morceaux, dont un morceau de Elizabeth Cotten, qui est une noire américaine qui est malheureusement morte maintenant, mais une femme qui avait une voix extraordinaire et une façon d'interpréter les chansons. Alors je ne serai pas à sa hauteur, mais je vais quand même offrir cette chanson au public et d'autres chansons qu'on identifie avec l'Ouest, la prairie, etc. au fur et à mesure du spectacle. Alors, on va en venir justement à celui que l'on a cité tout à l'heure, parce que tu as travaillé sur ce spectacle avec quelqu'un que moi j'apprécie particulièrement, qui est Alberto Garcia Sanchez, qui est venu ici dans la région déjà proposer ses propres spectacles. Le dernier Machin Truc, par exemple, lors du dernier festival Conteurs en campagne, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les conteurs. On peut dire qu'il est metteur en scène, mais comment il est intervenu sur le spectacle, quel était son rôle sur le spectacle? Est-ce que c'est uniquement un rôle de metteur en scène? Ben, écoute, déjà j'ai envie de dire d'emblée que j'ai eu une chance absolument inouïe de pouvoir travailler avec ce monsieur. C'était un rêve de longue date. J'avais contacté Alberto il y a très longtemps, en lui disant que j'avais envie de travailler avec lui. Et il est très pris, hein, il faut dire, parce qu'il travaille énormément. Et puis, je lui ai demandé je lui ai parlé de ce projet en particulier. Parce que j'avais vu de nombreuses de ses pièces, je l'avais vu jouer, et je savais que vraiment, je ne pouvais imaginer autre personne intervenir et m'aider avec ce spectacle-là, parce que c'est quelqu'un qui est très engagé. Il connaît l'histoire des Indiens parce qu'il a joué, lui aussi, un spectacle de Dario Fo sur la colonisation de l'Amérique du Sud. Et il avait travaillé avec différents conteurs. Et ce que j'avais adoré dans son travail, c'est que, et ça je trouve que c'est vraiment le marque des meilleurs metteurs en scène, c'était un travail invisible. Chaque spectacle que j'ai vu de lui, que ce soit de Nadine Walsh, que ce soit de Michel Nguyen, que ce soit de Mélancolie Mode, on ne voyait pas son travail. On voyait le spectacle et chaque spectacle était vraiment unique. Et je me suis dit, là c'est un monsieur qui est vraiment brillant. Et donc je lui ai dit tout ça dans ma lettre, et quand il a accepté, j'avais l'impression que j'avais gagné un prix. C'était extraordinaire. Donc oui, il est intervenu dans ce spectacle sur chaque mot. Il est vraiment incroyable. Il est tellement exigeant, mais en même temps très généreux et tellement intelligent. C'est extraordinaire parce que lui, il est espagnol. Moi, je suis américaine d'origine, anglophone. On parlait une langue commune dans laquelle on a donné ce spectacle-là, au français. Mais lui, même si il parlait pas mieux le français que moi, mais il avait une intelligence de dramaturgie. Mais je pense que ça dépasse toutes les langues. C'est extraordinaire. Donc, il est intervenu sur toute la dramaturgie, sur la structure du spectacle, sur les mots qu'on choisissait, sur les images, sur même la psychologie des personnages, de tout le placement, de tout ce que le public allait entendre et voir pour qu'il puisse vraiment rentrer dans ce monde. Et il a fait un travail immense. Ma dernière question, ce sera comment tu te sens à 2 jours de la première du spectacle? Quel est ton état d'esprit? Écoute, I am so happy. Je suis tellement contente d'enfin jouer ce spectacle.
je sais pas combien d'années. Et j'espère seulement qu'il trouvera une voie, pas seulement parce que je pense que c'est un spectacle qui mérite, et c'est une histoire qui mérite d'être entendue. Voilà. Merci Mélissa. Alors donc, on va rappeler que tu seras samedi soir, le 20 février, à 20h, sur la scène de la Maison Folie Moulin avec la première de Ghost Dance. Dire aussi que ça se situe dans un cadre plus large qui est celui du Festival des Contes et Légendes de Marc-en-Barœul, mais qui se décentralise parfois, comme et là. Le Festival M de la Maison Folie de Moulin. Maison Folie de Moulin. Et que sur Marc-en-Barœul, on peut encore applaudir. Par exemple, ce week-end, pour ceux qui n'auraient pas le bon goût de venir voir Mélissa, ils peuvent aller écouter en même temps. Il y a Ahmed Bouzine à Marc-en-Barœul, qui est aussi un très très bon conteur, faut le dire. Vendredi soir, il y a une scène partagée entre Ahmed Bouzine et Philippe Campiche, ces deux fameux conteurs, donc on peut vous les conseiller également, quand même. Vous dire que Ghost Dance, on pourra aussi l'entendre, finalement peut-être un peu plus près d'ici, le 4 mars, au Centre culturel Henri Matisse de Noël-Godault, lors de 2 séances à 10h15 et à 14h15. Donc il y a 2 séances au Centre culturel Henri Matisse. Dire qu'ensuite on pourra te retrouver en avril à Templeuve, et puis que ce spectacle devrait vivre sa vie, et puis d'autres dates seront sûrement prévues par la suite. Et puis rappeler aussi, on n'a pas pu en parler parce qu'on n'avait pas le temps, mais qu'il y a d'autres spectacles que tu proposes, des contes irlandais, des séances pour le jeune public ou le très jeune public, et que tout ça, on peut le retrouver, on peut retrouver le détail de ces spectacles et ton agenda, des photos, etc., sur ton site, Mélissa Baker, tout collé, .eu. Donc on invite les gens qui voudraient aller plus loin à se rendre sur ce site. Moi, je te remercie beaucoup. Je pense que ça a donné envie d'aller découvrir cet univers-là. Et puis, je vous dis au mois prochain